Merci de nous rejoindre sur Liberté FM et on retrouve un habitué maintenant, il va faire partie des murs, notre invité Jean-Louis Montagu. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que certains ont suivi les épisodes précédents. Je crois qu'on en est au 7e. Septième rencontre, effectivement. Sur le patrimoine ribéracois. Voilà, on se retrouve régulièrement dans cette émission du vendredi. Bon, alors les premières émissions, c'était des généralités, rappel de la mission patrimoine, rappel de certaines données sur Ribérac, en particulier les monuments. On a fait fait quelques personnalités célèbres, si vous voulez. Je propose maintenant de rentrer un peu plus dans l'histoire, qui tout le monde devrait ou pourrait connaître ainsi, et qui, donc, je rappelle, figure sur des diaporamas dans le site Calaméo, où on a un certain nombre, je crois qu'il y a une vingtaine de diaporamas qui racontent cette histoire, et ainsi que différentes sous-histoires du Ribéracois. Très bien, donc on va directement entrer dans le vif du sujet, et en fond sonore, on a Arnaud Daniel. Voilà. On se devait de l'avoir, parce que c'est quand même la célébrité entre toutes de notre ville. De Ribérac. Donc c'est sa fameuse chanson. Alors ce chant, c'est le seul, je crois, il y en a 17. Il y a un recueil de 17 que l'on peut trouver facilement sur Internet, dans les bonnes librairies aussi, où ils sont des poèmes, mais il y en a un où on a eu la musique. Et je crois que c'est ce que chante le monsieur qu'on entend, j'ai oublié le nom. Et d'ailleurs, on fera une émission peut-être sur Arnaud Daniel, qui le mérite bien. Mais là, on va voir comment il est arrivé là et comment l'aventure de la ville s'est poursuivie au fil des ans. Si ça vous... Mais nous sommes tout oui, monsieur Montagu. Je vais faire un rappel. Alors là, pour ça, je suis un diaporama qui s'appelle Ribérac dans l'histoire, toujours sur Calaméo. Si vous cherchez, vous le trouverez facilement. Enfin, ça rappelle les grands épisodes, parce que c'est quand même une histoire très tourmentée que l'histoire de France. Et ça permet de visualiser. Alors, le départ de Ribérac, c'est le fameux pont du Chalard. Enfin, il n'y a pas un pont, c'est le passage du Chalard, à l'époque tenu par des moines. Et bon, maintenant, on a un pont qui matérialise ce passage. Et dans les écrits, on voit apparaître le nom de Ribérac au XIIe siècle. Voilà. Enfin, alors, ça veut dire, comme je l'ai déjà signalé, l'endroit où il y a une rivière. Alors, l'origine des armoiries, peut-être, nous rappelle tout ça, parce que la devise de la ville, c'est bien fidèle à son étoile. Donc, on a une étoile au centre. Mais on a alors, on a plusieurs aspects, mais on a trois bandes vertes qui symbolisent les trois rivières qui longent la Dronne, le Ribéraquet et le Ribéraguet et le Rieu chaud. Et alors, ces trois petites rivières, aujourd'hui, du fait des inondations, doivent s'être un petit peu plus réunies temporairement. Alors, on voit qu'il y a l'or qui symbolise la luminosité du Périgord, c'est le jaune qui est autour. Donc, le sautoir d'argent, c'est la croix de Saint-André, avec par-dessus l'étoile d'azur à 5 raies, symbolisant les personnages illustres qui firent la grandeur de Ribérac, comme le troubadour Arnaud Daniel. Et au-dessus, on a un château, voilà, qui montre que... Alors oui, je dis la croix également symbolise le fait que c'est un grand acteur du commerce. Cette ville a déjà été connue pour ses foires. Alors, il y a les traces gallo-romaines. Effectivement, l'endroit était propice à des installations au bord de la rivière. Et la plus fameuse, dont on connaît l'image, c'est la fameuse tour de la Rigale, qui est la petite copie de la tour de Vaisonne de Périgueux. Voilà, donc ça montre un peu les origines. Alors, la première tour a été construite sous l'empereur Adrien. Alors, ça remonte à 138, vous voyez, l'époque. Et c'était vraisemblablement une tour en bois. Au-dessus de toutes les collines, il y avait des tours en bois qui servaient d'îlots de résistance. Parce qu'il y a eu quand même les invasions, les Vandales, les Sarrasins et les Vikings jusqu'en 800. Alors, les Francs, ensuite, qui sont revenus, les Vandales, les Visigoths. Bon, quand Clovis est arrivé en 481, couronné roi des Francs, ça a un peu calmé le jeu. Mais on verra que Ribérac s'est souvent trouvé au sein
de querelles de territoire entre les différents régnants. Alors, de 511 à 750, on a eu les rois mérovingiens. Bon, je passe sur 732, tout le monde connaît la bataille de Poitiers qui a évité que Ribérac ne reste sarrasin. À côté, on a aussi Montmoreau qui rappelle que c'est une montagne des morts. Hein, alors après, on a on a les Visigoths et dans les années, ah oui, avant Charlemagne, c'était Taillefer, le dénommé Taillefer, qui est un descendant des Visigoths. Après, il y a eu des comtés. Alors, Ribérac est dans un comté. Ce n'est pas une haute noblesse, ce n'est qu'un comte et un vicomte. Ce qui expliquera d'ailleurs pourquoi tous ces châteaux. Parce qu'il y a eu le château à plusieurs fois. On va y arriver, il n'est pas encore construit là. Alchier-le-Sourd a été le vicomte de Ribérac. Alors, ce n'est qu'un vicomte, mais on verra qu'après, ça lui a permis de construire son château. Arrive Charles le Chauve. Alors, après Alchier-le-Sourd, ça fait quand même des gens... Enfin, ce sont des surnoms, bien sûr, parce que le sourd, ça voulait dire qu'il était féroce et insensible à ses adversaires. Voilà, Alchier, deuxième vicomte de Ribérac, construit un premier château, petit château, au Chalard, voyez, donc autour de la Dronne. Et c'est pas encore le vrai château, le château qu'on a connu après. Bon, vient le Hugues Capet en 987, Robert le Pieux, la conquête de l'Angleterre par Guillaume. Ben oui, à l'époque, Guillaume le Conquérant. Bon, c'était. Et après, il y a eu en 1100 l'arrivée des moines à Ribérac sous Archambault, vicomte de Turenne. Au XIIe siècle se construisent, et là on en parlera peut-être dans une émission spéciale, toutes ces églises à coupole. La région s'orne d'un certain nombre d'églises obéissant à cette innovation architecturale de l'époque qui était la coupole. Non, d'ailleurs, on peut encore admirer la solidité depuis le XIIe siècle et la hardiesse, parce que c'est quand même une construction très, très délicate et il fallait vraiment un savoir-faire et on attribue ça à une corporation particulière à une époque où on en faisait peu comme ça, puisque c'était des arches uniques avec des charpentes en bois. Et la coupole est venue avec ses pierres pour éviter les incendies. Bon, je passe sur Henri Plantagenet, les croisades, on passe en 1150 par là. Henri Plantagenet devient roi d'Angleterre et se met, grâce à Aliénor d'Aquitaine, se met à posséder la Guyenne. Donc, une partie aussi qui devient anglaise, si on peut dire. Et après, on aura cette guerre de 100 ans. Bon, c'était l'époque, avec Philippe Auguste, où arrivent les grandes cours d'Europe. Enfin, à l'époque, c'était pas vraiment l'Europe. Chacun avait sa seigneurie. Et Philippe Auguste réunifia aussi le royaume. Et c'est là que, dans les cours, il y avait des troubadours qui chantaient les louanges parfois des princes. Et un certain Arnaud Daniel de Ribérac se trouva souvent à la cour de Philippe Auguste. Je crois qu'il assista à son couronnement ainsi que à son sacre. Et comment il s'appelle ? C'est Aliénor d'Aquitaine l'a entraîné dans ses cours à elle, aussi en Angleterre, où paraît-il, il était étonné de la tristesse de ses cours. Et lui, avec ses chants et sa cour d'amour, enfin tout ce qui concerne la poésie de l'époque, a enchanté les cours et a ainsi répandu, alors c'est ce qu'on dit, la culture d'Occitanie, enfin l'occitan, puisqu'il chantait en occitan. La langue occitane s'est développée grâce à lui, et en particulier en son art inimitable de la poésie que Dante célébrera plus tard. Voilà, bon, c'est pour ça qu'il est important d'en parler. Alors ensuite, il va arriver une succession c'est ce qui va expliquer le problème de Ribérac, c'est son problème d'appartenance. Parce qu'il va arriver une succession de maisons, qu'on appelait ça, qui étaient des vicomtés, qui à la suite de mariages divers, parce qu'il y avait aussi la dot, et le château pouvait en faire partie, et de guerre aussi parfois,
Ribérac s'est trouvé partagé entre différentes vicomtés. Alors, tout ça, je l'explique en détail dans ce diapo, donc je vais juste en résumer les principaux titulaires. Et ça explique aussi que les titulaires ayant plusieurs châteaux privilégient l'un ou l'autre, soit pour résider, soit... Donc, Ribérac a souvent été la dernière maison de la vicomté, et ce qui explique petit à petit sa dégradation et jusqu'à son abandon... mais en plus après la Révolution, mais la dernière trace qu'on a en matière de dessin de M. Drouin, c'est en 1850. Mais là, il y avait déjà plus qu'un des pierres qui servaient, dont on retrouve les traces, puisqu'elles ont servi à construire les maisons qui sont autour. Alors, on passe donc la maison de Bergerac d'abord, puis la maison de Pons, et le château de Ribérac, donc c'est dans les années 1300, était déjà délaissé depuis 100 ans. Bon, on verra, il aura des... Alors, en 1300, le comté de Périgord redevient anglais. Donc, ensuite, bon, je passe sur tout un tas de successions de rois de France. C'est surtout la famille de Pons, qui arrive à cette époque-là, en 1400, 1430, Jacques Ier de Pons, emprisonné, bien confisqué, qui vend la propriété à Jean de Châtillon-Blois, voyez. Et c'est la période confuse des Albret, en 1400. Donc là, alors Albret, c'est la famille aussi d'Henri IV, hein, la mère d'Henri IV, c'était des protestants. Ensuite, il y a les Valois, à partir de 1328, et c'est là que démarre la guerre de 100 ans. Alors là, j'en passe et des meilleurs, parce que je ne peux pas rentrer dans tous les détails, qui se termine, bon, disons, plus que 100 ans après, à la bataille de Castillon, donc 120 ans, 130 ans plus tard. Alors, il y avait une fête de célébration à Castillon même, Castillon-la-Bataille, que je ne sais pas si elle existe encore, mais j'ai assisté à ces duels de chevalerie qui étaient assez remarquables et qui méritent incontestablement le détour. On arrive alors la maison d'Haïdy, autour de 1480, Odet d'Haïdy, par donation du roi de Navarre, héritier d'Albret, fonde la collégiale, la fameuse collégiale, qui était une annexe du château, donc le château qui est maintenant au-dessus de la colline, si vous voulez, d'où on domine, qui est un château typique de défense, puisqu'à l'époque... Donc ils fondent cette collégiale, alors qu'ils confient à des moines, et qui existe toujours. C'est d'ailleurs le seul reste avec le mur, c'est le seul reste du château, finalement. Et à l'époque, il y avait 3 paroisses à Ribérac, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le rappelle. Il y a celle de Faye, celle de Saint-Martial et celle de Ribérac, liée à cette chapelle, mais qui dépend du château, qui n'est pas vraiment une église officielle. Bon, on passe les d'Haïdy jusqu'en 1578. En 1492, vous savez qu'il y a eu une découverte par Christophe Colomb des Indes, enfin, pour lui. Arrive Catherine de Médicis, Jacques Cartier aussi découvre le Canada, donc c'est le Nouveau Monde, on n'est plus très intéressé par ce qui se passe chez nous. Alors arrivent malheureusement ces 8 guerres de religion à partir de 1517, 1563. C'est un épisode confus où plusieurs églises locales ont été brûlées, passées d'un camp puis à l'autre, parce qu'il finalement on a une frontière avec la Charente, qui est aussi un peu une frontière de religion entre les catholiques et les protestants. Donc on est dans une zone de bataille. Alors la maison d'Haïdy était en plein dans ces histoires. Et alors c'est là que Catherine de Médicis, avec son jeune roi Charles IX, qui devait avoir 9 ou 10 ans, qui avait une idée, qui s'est avérée pas très judicieuse, mais d'essayer de pacifier le pays, lui avait fait faire son tour de France. Et elle avait amené toute sa cour. Alors elle tournait avec sa cour pour lui faire présenter, pour leur présenter le futur roi. Et elle est passée donc à Ribérac en 1565, je crois. Arrive, les réformés prennent Ribérac en 68, 1500, pas mai 68. Et ensuite, en 78, il y a le duel des Mignons, où François d'Haïdy a été tué. Alors les Mignons, c'était les Mignons du roi, hein, et François d'Haïdy en faisait partie. On en parlera dans les personnages célèbres. C'est un personnage de Ribérac, quoi, mais sur la famille d'Haïdy à ce moment-là. Bon, on va arriver
On s'arrêtera en 1789, puisque après c'est l'histoire des maires. Là, je termine l'histoire de l'Ancien Régime. Donc les guerres de religion, en plusieurs épisodes extrêmement confuses, difficiles à suivre. J'ai eu du mal à retrouver mes billes. Bon, il y a eu la Saint-Barthélemy en 1572, et puis la bataille de Coutras en 1587, avec différentes paix. Pendant les il y a la paix de Bergerac en 1577, il faut quand même la mentionner parce qu'elle touche le Périgord. Alors c'est des paix provisoires qui n'aboutissaient finalement pas à grand-chose, mais Catherine de Médicis a toujours cherché. Alors toujours la maison d'Haïdy à ce moment-là. On est jusqu'en 1700 même, puisqu'il y a eu Jacques-Louis d'Haïdy, François III et Joseph-Henri d'Haïdy, marquis de Ribérac. Alors là, il devient marquis, mort en 1723. Alors, c'est là qu'on a le descriptif du château de Ribérac que M. Dussolier a repris dans un héritage et qui s'est permis, en transcrivant l'acte d'héritage, de reconstituer un dessin que vous trouvez dans mon diaporama, mais qui est extrait du livre de M. Dussolier. C'est le seul dessin, disons, un peu vraisemblable qu'on a. Bon, arrive l'édit de Nantes en 1598, Henri IV qui se fait assassiner, Louis XIII, bon, tout ça, ça passe au-dessus de Ribérac. Le traité de Westphalie, le règne de Louis XIV à partir de 1652. Bon, Ribérac est un peu loin quand même de tout ça. Bon, les guerres, la fronde, la fameuse fronde, mais comme nous, c'était des sous-nobles, peut-être étaient-ils moins impliqués, je ne sais pas. Toujours la maison d'Haïdy, en 1750, Charles-Antoine. Alors, en 1730, construit un épisode important, c'est l'église de la Trinité. Ils avaient décidé, comme il y avait 3 paroisses dispersées, ils ont préféré en faire une centrale, et malheureusement, ils l'ont construit là où vous avez l'ancien théâtre, après, qui est un endroit inondable, qui a été inondé plusieurs fois, qui s'est dégradé, et finalement, elle a assez peu servi. Elle a été agrandie en 1767, et c'est Charles-Antoine Audet d'Haïdy qui en avait la responsabilité. Pendant ce temps, il a quand même restauré le château, on peut au moins se féliciter de tout ça, et ceci montre... Alors à ce moment-là, Ribérac commençait à s'étendre, et il a commencé par le haut du château avec tous les petits quartiers autour qui entourent, jusqu'au cimetière, là, et là il commence à s'étendre vers le bas. Et à cette époque, l'époque dite classique, Ribérac, c'est surtout là en bas, là, à la place nationale, et la rue qu'on appelle aujourd'hui rue du 26 mars, jusqu'au Chalard, si vous voulez. Voilà. Alors, Louis XV ensuite, avec l'encyclopédie. Bon, enfin, je passe sur... Là aussi, parce que ça concerne très peu Ribérac. Alors, si, c'est la maison de Chapt, à ce moment-là. Alors, la maison de Chapt, de Rastignac, de l'Action, voilà. Et en fait, c'est là, effectivement, que commence la dégradation, parce que Jacques de Chapt vit à l'Action. Alors, l'Action, c'est loin quand même, surtout à l'époque, on était à cheval. Et en 1795, donc c'est arrivé à la Révolution, comme par hasard, mais il y a encore Charles-Antoine de Chapt, en 1796. Alors, je ne sais plus s'il a fait partie, les nobles devaient émigrer à ce moment-là, et puis leurs biens devaient être confisqués. Donc, voilà, enfin... Il y a eu la reprise de la Bastille en 89, bien sûr, et toutes les campagnes ensuite de la Révolution elle-même. Et on arrive au premier maire de Ribérac. Donc là, je pense que j'ai fait un peu le tour de l'Ancien Régime. Les premiers maires de Ribérac, c'est une histoire en soi, avec l'Empire, le consulat d'abord, l'Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, la Seconde République. Alors là, on a un suivi chronologique très précis de tous les maires qui se sont suivis, jusqu'à M. Platon. Mais enfin, le suivi historique, lui, il concerne les premiers maires. Donc, M. Dussolier en a fait un récit très détaillé que je conseille de lire, mais que j'ai donné dans un diaporama spécial, l'histoire des maires de Ribérac, et que nous pourrons peut-être détailler dans une émission plus... Eh bien, ce sera avec plaisir. Plus spécifique. Donc voilà un petit peu, là c'était pour recadrer un peu notre histoire. Voilà. Et les maires, chacun a eu ses réalisations. Ribérac est passé sous préfecture pendant quelques décennies, et puis ensuite a été ravalé au rang de commune. Alors un élément intéressant, c'est de voir l'évolution de la population
qui est d'ailleurs qu'on trouve sur Wikipédia, qui montre que c'est après la Révolution que la population s'est mise à augmenter. Elle est passée de 1000 à 2000, de 2000 à 4000 habitants, et qu'après, pratiquement, pendant un siècle et demi, elle a stagné. Et elle continue à stagner autour des 4000. Alors voilà, après on a déduit ce qu'on veut. Bon, écoutez, merci. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres aventures au cœur de Ribérac avec vous, Jean-Louis Montagu. J'espère que ça n'a pas dégoûté, parce que l'histoire n'intéresse pas toujours les gens. Moi-même, je ne suis pas un fan inconditionnel. Je m'intéresse aussi aux petites histoires. Mais placer Ribérac dans la grande histoire est, à mon avis, une étape qu'on ne pouvait pas rater. Merci, à bientôt. Au plaisir.